Quand on vous dit, voilà, justement, personne ne sait exactement ce que c'est. Alors on peut mettre dedans n'importe quoi. Atteinte aux valeurs nationales. Bon, par exemple, Chaouri a fait de la prison en détention préventive pendant 1 mois parce qu'il avait dessiné un drapeau, le drapeau algérien, avec une légende entre 2 individus. Et puis l'un dit à l'autre, ah, pourquoi ils accrochent les drapeaux? Et le deuxième lui dit, ils sont en train de laver le linge sale en famille. Bon, bien. Parce qu'en prison, il fallait expliquer pourquoi on est là. Alors le type, il a tué 7 personnes, l'autre, il a volé 14 milliards. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait? Tu avais l'air ridicule. J'aurais menti en fait. Non, j'ai dit non, j'ai insulté le président de la République et je suis obligé de mentir. Déjà, ils vont pas me croire et puis ils vont me prendre Pour un rigolo. Celui qui est en prison depuis longtemps, condamné à 2 ans, c'est l'ancien directeur du très influent quotidien indépendant Le Matin, Mohamed Benchikou. Il est auteur, par ailleurs, d'un très redoutable pamphlet, Bouteflika, une imposture algérienne. On a voulu bâillonner cet homme-là, on y est arrivé provisoirement. Il fallait assassiner le journal, on l'a assassiné. On l'a assassiné à travers le fisc. Vous savez, on utilise des méthodes maintenant moins apparentes. Parce que si vous êtes journaliste, vous venez de France, vous allez demander aux autorités algériennes, mais pourquoi vous avez mis Benchikou en prison? Ils vous diront, ah, attendez, on l'a pas mis en prison parce que c'est un journaliste, on l'a mis parce qu'il y a une histoire de bons de caisse importés d'étrangers, on l'a arrêté. Donc c'est un petit bandit de droit commun. Toutes les dictatures utilisent ces astuces, vous le savez. Je ne veux pas donner l'impression d'être un procureur, un juge, mais les journalistes ne sont pas au-dessus des lois aussi. Ils ne sont pas au-dessus des lois, absolument pas. Son talent lui a permis de s'arroger le statut de véritable maître à penser en Algérie, donner des bons points, donner des leçons sur la gabegie dans la gestion de l'État ou des entreprises, puis sortir clandestinement des banques de caisse, ma foi, et c'est la justice qui a tranché, c'est pas... Pourquoi voir du négatif quand à chaque fois que les pouvoirs publics en Algérie prennent une décision, il y a toujours quelque part, on soupçonne une malveillance, on soupçonne beaucoup d'États parmi les plus avancés font pire, personne ne s'en offusque. Là, Abdelkrim, vous avez peur pour votre frère? Bien sûr. Bien sûr, quand on voit que tout un pouvoir qui s'acharne contre lui, qui veut le briser, qui veut le casser. La preuve qu'il ne veut même pas le soigner. Parce qu'il est malade. Parce qu'il est très malade. Il est atteint d'une arthrose cervicale, bon, qu'il a contractée avant son incarcération, mais il se soignait. Il se soignait, maintenant, pratiquement, il ne se soigne plus. C'est-à-dire, les soins qui existent à l'intérieur de la prison sont très limités. Ils ont envie que, quand ils sortent de prison, ils sortent cassés, brisés. Il a le moral? Il a un très bon moral. Il savait, d'ailleurs, avant son incarcération, il savait qu'il allait payer pour avoir révélé des abus de pouvoir. Il sait d'ailleurs, il me dit toujours, il le dit à tout le monde, à mes frères, que la liberté d'expression, le combat pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression, il faut que ça se paye. Et Mohamed Benchikou a payé. Ce matin, les oiseaux qui survolent Alger la Belle colportent la bonne nouvelle. Après 2 longues années passées en prison, il est libre. Son premier geste, déposer une gerbe en mémoire de tous les journalistes assassinés par les islamistes. Crise sociale, crise du logement, chômage en masse, HLM en déglingue et ordures pas toujours ramassées, Alger la Belle cache tant bien que mal sa misère au soleil, mais la montre, sans phare, aux journalistes de passage. C'est cette ville de courage, de la volonté des pauvres gens au verbe haut, au rire facile comme la colère, dont Boualem Sansal, le grand écrivain, ancien haut fonctionnaire, limogé par le pouvoir, s'est fait le héros. Sa ville, il l'aime avec passion. Voilà, Alger la Blanche.
Là, voilà, avec sa magnifique baie, quand on arrive par bateau, c'est absolument extraordinaire. Quand Alger est belle, elle l'est soudainement. Elle prend son monde à contre-pied, coup de foudre garanti. On la croit à l'agonie ou morte dans la saleté, enterrée dans la poussière, et hop, elle jaillit dans les lumières, foudroie, enjôle, détrousse, viole, enchante. C'est toujours la surprise, Alger. Toujours. On peut espérer, rêver, faire des choses. En fait, c'est un décor. C'est un décor. La misère est toujours là. La violence est toujours là. Les rigidités du système sont toujours là. Et on est très vite désespéré parce que dès qu'on démarre, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui nous fait un croche-pied et on tombe, on bute sur des murs. Voilà. Et on piétine, on piétine. Et puis le lendemain, il fait beau, on recommence. Voilà, c'est comme ça. En même temps, j'adore Alger et en même temps, je la hais, c'est incroyable. Parce que personne n'a sa place dans Alger. Alger, c'est une contradiction totale. C'est une ville européenne, c'est une ville ottomane, une ville arabe, une ville berbère, qui n'a pas réussi à trouver son dénominateur commun. Et c'est ça la difficulté de vivre à Alger, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on est. Alors en même temps c'est passionnant, mais en même temps ça fait mal, parce qu'on a quand même besoin d'avoir son étoile polaire. Les gens à Alger, j'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup comme ça. D'abord la mer c'est fascinant. Et tourner le dos à la misère, à la difficulté, c'est une chose naturelle. En même temps, de l'autre côté, fait rêver, surtout les jeunes. Tout à l'heure, on va peut-être passer dans les jardins attenants à cet ensemble. Vous verrez le nombre de jeunes qui viennent de partout d'Alger, les amoureux, les couples, qui viennent se cacher pour se déclarer leur flamme. Et toujours très craintif, parce que de temps en temps, les pouvoirs publics lancent des opérations de moralisation, et c'est toujours à ces jeunes-là qu'on s'en prend. Voilà. On fait une rafle dans... Oui, voilà, oui, régulièrement, voilà, sous la pression des islamistes, le pouvoir de temps à autre cède. Bon, les gens ont appris à vivre avec, dans cette guérilla morale. Vous, Boualem, vous n'avez jamais eu envie vraiment de partir? Tous les matins. Tous les matins, je me dis, c'est fini, je pars. Et il suffit de rien, j'allume ma télé, j'entends encore ces discours, les mêmes qu'on entend depuis 1962. Je me dis, mais c'est pas possible, 40 ans, on en est encore là. Donc les 40 prochaines années, ça va être rebelote. Non, c'est fini, je m'en vais. Mais comment vous expliquez ce sentiment de ça ne bouge pas, on en a encore pour 40 ans? Je crois que l'immobilisme arrange beaucoup le régime politique. Cette situation est extrêmement pénible. Parce que comment à la fois marcher et rester immobile? Et les jeunes, comment font-ils? Ils sont des millions, ils sont barbus ou pas? Ils croient au ciel ou pas? Elles portent le voile, le hijab ou pas? Jeunesse ardente, vive, impatiente, flirteuse, à laquelle on peut poser toutes les questions que l'on veut. Les filles. Les filles à Alger. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les filles d'Alger? Est-ce que c'est genre difficile pour le jeune homme? Enfin, non. Non. Elles ne sont pas trop coincées par les parents? Plus maintenant, plus maintenant. Ah bon? Plus maintenant. Avant, c'était un petit peu difficile. Il fallait se cacher, Et là, c'est devenu très courant. Mais même les filles voilées, elles évoluent? Surtout. Comment surtout? Surtout les filles voilées. Les filles voilées flirtent, quoi? Surtout, j'ai dit. Surtout? Comment tu expliques ça? Comment j'explique ça? Il y a deux sortes de hijab. Il y a une certaine minorité qui porte le hijab. C'est des filles de bonne famille. On n'a rien à dire. Intouchable. Intouchable. Mais vraiment intouchable. Elle, par exemple, c'est une femme vachement... Là, c'est le vrai hijab. Là. Ça, c'est vrai hijab, madame. Ouais. Vrai hijab. Et là, c'est le hijab moderne. Ça, c'est hijab moderne. La dame, là, hijab moderne. Et là, tout à ma gauche, c'est quoi? Hijab classique. Hijab classique. Une fille avec le hijab, avec le pantalon moulant, serré et tout, avec un body, avec
Là, c'est excitant. Ça excite les gens. Et quand ça excite les gens, ça devient haram. Péché. Péché. Le but, c'est de ne pas exciter Les hommes. les hommes. C'est ça le but. Vous êtes étudiant, hein? Oui, on est étudiants. On est des futurs managers. Futur manager. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là à votre disposition. Et ça, c'est l'endroit où la jeunesse étudiante vienne. Ça dépend de la classe. Ça dépend La de classe sociale. la classe sociale. Ouais. Ici, c'est la classe ouverte. C'est des gens qui sont ouverts. Vous voyez, esprit ouvert, voilà. Esprit ouvert. Ils ont esprit ouvert. Maintenant, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de ligne. Oui, monsieur.